Yes. Merci. Merci beaucoup. Bon, merci d'être venus si nombreux. On est très contents de venir présenter nos travaux à Paris, en français. On a fait plusieurs présentations, souvent en anglais. Et là, c'est cool de pouvoir parler un peu français. On va vous présenter, va pas vous présenter tous nos travaux, mais une sélection des travaux qui sont basés sur des expériences dans l'impression offset, recherche et imprimerie, 2010 à 2016. Voilà, ouais, ça c'est un peu le... Attends, D'accord. Je vais juste dire 2-3 mots en plus sur Maximage. Pardon. Du coup, comme on vous l'a dit avant, on est un duo, moi et Julien, mais on travaille souvent avec d'autres personnes en collaboration. Donc c'est quelque chose de... Notre groupe est un peu volatile. On travaille à Londres et... ouais, en fait non. Ok. Ça c'est un peu, donc, dans la chronologie des travaux sur l'imprimerie, c'est un peu le point de départ. C'était peut-être en 2008 ou en 2009 où David travaillait à l'ECAL comme professeur, et puis on a fait un petit workshop où on a créé ce petit booklet qui est un booklet didactique pour les étudiants, pour qu'ils comprennent un petit peu le fonctionnement de l'imprimerie offset. Et puis il était fait complètement dans l'imprimerie de l'école, et à l'époque on travaillait il travaillait sur des films dans l'imprimerie, donc pour faire ce petit booklet on travaillait sur des films transparents, et on a créé 2 posters qui étaient à l'intérieur de ce petit livre, et où on a réutilisé les restes des films, des films qu'on a utilisés pour faire les plaques. Et on s'est rendu compte qu'en fait, quand on développait les plaques à la main, si on utilisait de la chimie, on pouvait aussi imprimer sans passer par l'ordinateur, en déposant du liquide dessus. Et c'est là où on s'est dit qu'on pouvait peut-être travailler directement sur les plaques sans passer par l'ordinateur. Et ça a un peu donné, ça a ouvert la voie à beaucoup de... En fait, ça a ouvert des pistes. Cette technologie n'existe plus vraiment parce que maintenant, chaque plaque offset est fait en computer to plate. Donc c'est directement depuis un ordinateur, une machine qui va sortir une plaque offset. Mais avant, on travaillait avec ces films qu'on devait découper, monter. Et comme à l'imprimerie, on avait accès à ces films, on a fait nos plaques nous-mêmes et on a joué avec la chimie. Et on a imprimé ces 2 posters qu'on vous a présentés avant. L'imprimeur, quand on lui a demandé si c'était possible d'imprimer ce qu'on avait fait avec la chimie, il nous a tout de suite dit non, c'est pas possible, c'est pas comme ça que ça se passe. La chimie, c'est fait pour développer les plaques comme il faut. Et du coup, en fait, on s'est vite rendu compte qu'en faisant des expériences sur les plaques offset, on allait avoir un peu des conflits avec les imprimeurs, ce qui s'est passé par la suite, mais on s'est dit que cette piste qui était ouverte, de pouvoir travailler manuellement sur des plaques offset et imprimer à grand tirage avec des machines vraiment actuelles et performantes, c'était quelque chose qui nous intéressait bien, quelque chose qui crée une dynamique entre quelque chose de très low-tech et high-tech, et donc on a continué ces expériences. Ça, c'est un nouveau projet qu'on a fait à New York en 2010, dans une imprimerie du Queens. Et c'est un projet où, en fait, on a tout travaillé sur des plaques offset manuellement. Donc là, il n'y a pas du tout d'ordinateur. Et c'est un booklet qui présente un peu une sorte de recherche de ce qui est possible de faire sur des plaques offset dans une imprimerie. C'était pour nous vraiment une expérimentation, c'est un peu un répertoire de formes, où on avait ces plaques, on a pris plein d'outils, on a commencé à essayer de faire des choses, on ne savait pas si ça allait imprimer ou pas, et puis la plupart du temps ça marchait, et il y a des choses qui ne s'imprimaient pas. On a utilisé, là c'est du scotch par exemple, ou des autocollants, des lames de rasoir, plein de choses différentes. En fait, c'était vraiment le début de ces expériences sur les plaques.
c'était aussi une façon d'ouvrir toutes les pistes. Et on a essayé certains trucs qui marchaient mieux que d'autres, certains ne marchaient pas. Là, il y a des superpositions de couleurs, on a essayé des couleurs métalliques. Quelque chose qui est intéressant aussi, peut-être juste pour dire, c'est qu'en travaillant de cette manière, il n'y a pas l'impression, elle est très très précise, il n'y a pas de trame. Donc ça donne une texture ou une résolution qui n'est pas possible quand on imprime en offset dans une imprimerie, parce que ça fait des trames, ça fait des petits points. Donc c'est quelque chose qui est assez peut-être vivant. En fait, il y a une autre définition que le fait de passer par un ordinateur et de lancer un fichier, tous les tons de gris vont être tramés. Et là, on arrivait à créer des tons de gris sans tramer les fichiers. Et puis c'était quelque chose qui nous fascinait un peu et qu'on a continué à pousser. Donc ça c'est une autre page. Ça, c'est nous qui travaillons à l'imprimerie avec des plaques offset et du scotch. Donc on travaillait sur les plaques qui étaient ensuite imprimées sur des grandes feuilles qui étaient pliées pour faire un petit cahier. Donc c'était intéressant aussi de tout d'un coup réfléchir à qu'est-ce qui allait s'imprimer, à où ça allait tomber. Et pour nous, c'était aussi intéressant qui avons beaucoup travaillé sur l'ordinateur avant, de travailler manuellement sans avoir une visualisation directe du résultat. Ce qui arrive rarement quand on travaille sur un logiciel InDesign, Illustrator, on voit tout de suite ce qu'on fait. Là, on devait tâtonner, il y avait des erreurs. Mais en fait, on devait prévoir les superpositions de couleurs pour savoir quelle partie allait être imprimée en quelle couleur. Et du coup, ça a créé des sortes de surprises. Ouais. Donc là, on voit un peu les outils qu'on utilise. Il y a ce liquide de développement extrêmement chimique, c'est pour ça qu'on a des gants, des pinceaux, des pinces, plein de choses. Donc ça, c'était un peu nos premières expériences sur les plaques offset. Ensuite, quand on est rentré avec ces expériences, notre petit booklet, on nous a demandé de faire un catalogue pour la galerie Ford à Genève. C'était l'artiste Philippe Dardinger, artiste suisse, qui avait fait une exposition où il présentait des sculptures et on devait faire son catalogue. Et nous, on lui a présenté nos recherches et on lui a dit « Ah, peut-être ça pourrait être intéressant de combiner ton catalogue avec un peu ces expériences qu'on fait, cette manière d'imprimer. » Et on a créé ce catalogue imprimé en 2 couleurs avec des interventions faites sur les plaques après coup, ensemble, c'est-à-dire Philippe et nous. Les 3, on est intervenus sur son contenu, sur les images, son exposition. Ouais, c'était vraiment une collaboration entre lui et nous. On a travaillé, il est venu, à l'époque, on avait un atelier à Berlin, il est venu, on a travaillé pendant une semaine sur les plaques ensemble. Du coup, c'est un objet un peu hybride entre un catalogue et puis un livre d'artiste. Et je voulais dire quelque chose, mais je ne sais plus. Donc, il faudrait juste regarder. Donc ce petit catalogue, il y a la moitié c'est des images, l'autre moitié c'est du texte. On avait réfléchi un peu à la mise en page et à la structure comme quelque chose qui serait comme un gabarit sur lequel on allait appliquer ces interventions. Et c'était aussi intéressant pour nous, pour ce projet, de travailler à la fois avec une imprimerie, donc vraiment, c'était une imprimerie vraiment high-tech, donc on ne pouvait pas se permettre de... Enfin, c'était intéressant de travailler avec des technologies sur l'ordinateur et aussi à la main. En fait, je pense que ça c'est un bon exemple, cette image. C'était, pour nous, le fait de travailler manuellement, c'était pas une sorte de retour aux sources de l'impression, c'était plus le fait de le combiner avec quelque chose de très digital pouvait créer une esthétique qui était surprenante ou quelque chose qui était inattendu pour nous. Et donc là, par exemple, c'est de la typo qui est développée avec les plaques, donc qui est flashée. Et ensuite, par-dessus, il y a cette espèce de filtre qui est fait manuellement avec diverses interventions, donc sur la typo et sur les images. Et puis c'est ça qui crée une sorte de tension, quelque chose de spécial dans tout le catalogue. Et en fait, le design du catalogue lui-même est fait extrêmement simplement, justement pour pouvoir prendre cette couche, cette surface, cette intervention qu'on fait
qu'on a fait avec les plaques offset. En fait, on va vous présenter une vidéo qui illustre un peu notre... Ouais, vous allez peut-être un peu comprendre le processus, mais comme on a eu des petits problèmes techniques, il faut qu'on quitte ça, qu'on démarre ça. Donc ça, c'est une vidéo qui montre plus ou moins le parcours de ce livre et d'autres projets. Pardon, c'est quoi plein écran? Oh, merde. Présentation. Pomme F, merci. Merci Pomme F. Merci. Donc ça, c'est le computer template. C'est-à-dire, on a flashé directement les fichiers depuis l'ordinateur et on a détourné les plaques, c'est-à-dire qu'on les a flashées mais pas développées dans la machine. Donc là, on construit ce petit processus pour pouvoir les enlever, pas qu'elles passent dans le bain de développement. Donc elles sont, ouais, comme tu as dit, flashées. On va appliquer la chimie au studio. C'était notre studio à Berlin. Donc là on doit prendre des repères sur les plaques parce qu'après c'est imposé et pour devenir le catalogue. Donc on coupe, on met des petites marques. Qu'est-ce qui va se passer où? On travaille avec de la chimie extrêmement corrosive. En fait, c'était assez drôle parce qu'on a fait tout ce travail. C'était la première fois qu'on allait dans cette imprimerie à Berlin et on n'était pas du tout sûr si tout allait s'imprimer comme... Parce que tout ce qu'on voit sur la plaque, c'est pas exactement ce qui s'imprime. On savait même pas si ça allait marcher en fait. Donc quand on a discuté avec l'imprimeur la première fois, on lui a dit qu'on allait juste faire des petits trucs sur la plaque. Puis après on a utilisé des perceuses, mais à la fin il était hyper content. Ouais, vas-y. Bon, là c'est mélangé avec d'autres projets, ça c'est drôle. Bon, peut-être pas trop, par rapport à l'eau, il faut pas en mettre trop. Donc ouais, des fois ça réagissait assez vite, donc on n'avait qu'un seul essai. C'était un petit peu des fois stressant. Ouais, mais ça permet de faire des interventions assez simples et efficaces. Ça, c'est l'imprimerie à Berlin. Ah, je vais remettre. Ah ouais, pas mal. Ouais. Sinon, c'était censé partir depuis le PDF. Mais... Donc c'est vrai, ça c'est les posters que vous avez vus, qu'on a fait avec le ballet, pour un groupe de musique Onifurpédie à Lausanne. D'autres posters. Ouais, ça, c'est des posters qui sont faits aussi de la même manière avec la chimie sur des images en bichromie. Ça, c'est une pochette de disque de Onifurpédie qui s'appelle d'ailleurs Maximage, c'est le titre du EP. Et ça, c'est le dos de la couverture. Et en fait, justement, comme on faisait tout manuellement sur ces plaques offset, ils avaient placé trois pochettes sur une plaque. Donc sur la couverture devant, on a essayé de faire le même motif 3 fois exactement le même. Du coup, il y a 3 pochettes différentes, mais qui se ressemblent beaucoup à quelques détails ou erreurs. Et puis le dos, le verso, on a fait 3 pochettes clairement différentes. Et donc tous ces projets, en fait, si on les regarde de près, comme on a dit avant, il y a cette définition
les tons, tous les mélanges sont faits sans trame. Donc il y a comme une netteté. C'est gravé dans la plaque avec la chimie et imprimé directement. Il n'y a pas de passage ou de tramage qui donne une qualité à l'impression. Ce qui était aussi intéressant là, c'est que tout d'un coup, la méthode avec laquelle on avait travaillé, ben, elle dictait un petit peu certaines choses. Ces 3 versions de pochettes, ben, c'était parce que, comme tu as dit avant, les 3 pochettes étaient sur une grande feuille et puis qu'on ne pouvait pas faire 3 fois la même chose. Donc c'était assez intéressant de tout d'un coup d'utiliser cette technique et que ça nous influence et de réagir avec ça comme une sorte de jeu, un peu des allers-retours avec cette méthode qui est dans tous les projets, qui revient à chaque fois de manière différente. En fait, oui, le fait de faire ces expériences avec la chimie ou de développer ces techniques entre guillemets alternatives, pour nous, ça nous permet de nous surprendre nous-mêmes et d'avoir des résultats qui sont un peu en dehors de la norme. Si on reste toujours avec nos outils, derrière un ordinateur, au bout d'un moment, on tourne en rond. Et en fait, pour nous, c'était un peu de sortir ces outils de base pour pouvoir un peu développer quelque chose d'inattendu et de pousser c'est pas vraiment pousser une esthétique, mais de jouer avec des choses techniques qui sont physiques. C'est l'impression, c'est quelque chose d'assez physique, pour arriver à des résultats qui nous plaisent. Et puis, c'est ça, c'est notre jeu. Game. Ok. Un autre projet, Maximage Formula Guide. Donc c'est un projet qu'on a développé pendant un workshop à l'école avec des étudiants. Et l'idée là, c'était de demander aux étudiants de développer leur propre couleur pour l'impression offset. Donc d'où le nom Maximage Formula Guide. Ça vient du Pantone Formula Guide. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est ce répertoire de teintes. Et puis là, du coup, on voulait justement sortir de ce standard et demander aux étudiants de créer leurs propres couleurs pour l'imprimerie. Donc c'est un livre très simple, juste de couleurs, où on teste des superpositions entre 2 couleurs. Ici, c'est de l'argent et du bleu. Ouais. Il y a plein de choses qui ont été faites sur différents thèmes. On fait aussi des mélanges ou des choses qui se font pas, des mélanges abnormales, c'est-à-dire on va mélanger 3 fluos qui vont s'annuler, mais pour voir justement qu'est-ce que ça va produire. On a essayé de reproduire des tons de peau, on a fait des iris. C'était en fait toute une sorte de série d'expériences faites avec les étudiantes pour aussi sortir un peu de ce pontonnier, c'est cette gamme que tous les graphistes utilisent, et tout d'un coup c'est les choix qu'on te donne de 4000 couleurs, mais qui sont juste un système. Et en fait, nous, on voulait juste sortir de ce système et puis développer des couleurs qui... Mais quand même en s'en influençant. Et puis, par exemple, la moitié du livre est imprimée sur du papier couché, l'autre moitié sur du papier non couché. Donc, on s'influençait aussi de ce nuancier Pantone. Et ça, c'est la dernière page avec toutes les recettes, si on veut, des encres qu'on a développées ou des couleurs qu'on a développées pour que les gens puissent, s'ils veulent, les refaire. Donc ça, c'est une image du workshop où ça, c'est l'imprimante, où on a placé ces petits cales pour pouvoir faire ce qu'on a vu avant, c'est des iris, des dégradés de couleurs. On a essayé toutes sortes de choses. Là, on rajoute des paillettes dorées. On a essayé de mettre du curry dedans pour faire une encre odorante, mais ça a un peu bloqué la machine. Ça a complètement bloqué la machine. Du coup, après, comme c'était dans le cadre de l'imprimerie de l'école, après, quand ils imprimaient les cartons d'invitation, il y avait des petites puces, des petits points qui sont restés pendant assez longtemps. Voilà, une autre expérience d'impression, c'est un livre qui s'appelle Atrocity Exhibition, Archive Paradox. Déambulation dans la foire aux atrocités. En fait, il est que en français, ce livre. C'est un livre... Ouais. Bon, c'est un livre français, c'est un livre sur un projet de recherche de la foire aux atrocités, qui est un livre de Ballard, qui en anglais c'est Atrocity Exhibition. Et c'était un projet de recherche fait par Julien Fronsac sur un peu l'esthétique et l'influence de ce livre et de Ballard dans l'art contemporain.
Et il y avait des reproductions de pulp, de magazines, il y avait des textes. Et en fait, il y avait il y avait un contenu qui était extrêmement large, il y avait des photos d'exposition. Et en fait, on a dû tout réunir sous la forme d'un livre. Et on a créé un livre avec un layout et des couleurs très simples et avec une intervention sur tout le livre. Vous allez voir, c'est en fait une plaque, une deuxième couleur dans la machine qui est contrôlée par le niveau d'eau, enfin qui est contrôlée par nous. Et simplement, pendant l'impression du livre, on change le niveau d'eau sur la plaque, ce qui crée des motifs qui viennent s'imprimer sur le livre. Du coup, tous les livres sont différents, ce qu'on voit sur les 4 images, parce qu'à chaque fois, le niveau d'eau il varie un tout petit peu. Ça crée ces formes qui recouvrent le texte et les images. C'était quelque chose qu'on voulait aussi par rapport à un peu l'esthétique de Ballard ou tout ce que ça représente, quelque chose qui vienne un peu mécanique, recouvrir le contenu du livre. Et du coup, notre parti pris, c'était vraiment de faire une intervention très simple sur les livres. Ouais. Donc ça va de la couverture jusqu'à la fin du livre, et ça monte à chaque fois, ce recouvrement. Ça. Un projet de 2016 qui a été fait en 2015. C'est un calendrier. C'est aussi un projet qu'on vous montre parce que ça fait partie aussi de ces expériences. C'est un workshop, un atelier qu'on a fait à l'école d'art de Zurich, la ZADK. Pendant 4 jours, avec des étudiants, en fait, on a fait un calendrier. Le layout, la mise en page du calendrier est très simple, mais on a demandé aux étudiants de tout graver à la main. C'est vraiment comme une sorte de gravure, mais sur des plaques offset. Donc chaque étudiant, il y avait 12 étudiants, chaque étudiant avait 1 mois, et il devait, en fait, on peut créer le motif ou le design pour son mois uniquement avec 2 couleurs et en gravant sur les plaques offset. Voilà, et ça, on l'a imprimé ensuite à Zurich. C'est des recherches. Ouais. Et c'était bien parce que il y a eu, je pense, un jour de discussion, 1 jour de recherche et puis 2 jours de gravure. Bon, surtout une nuit pour les étudiants. Ouais. Ouais, c'était beaucoup de travail parce qu'il fallait tout graver à la main assez précisément. Mais le résultat est bien. Ils étaient contents aussi. Les plus beaux livres suisses. Tu veux commencer ? Alors, ça c'est la continuation de nos expériences d'impression. Catalogue des plus beaux livres suisses 2013, qu'on a réalisé en 2014. C'était un gros mandat pour nous parce qu'il y a beaucoup de graphistes très talentueux qui ont mis la barre assez haut avant nous, pour faire ce catalogue. C'était aussi pas mal de pression parce qu'il faut designer, entre guillemets, le catalogue des plus beaux livres suisses. Et du coup, on a eu aussi une approche assez simple et pas extrême, mais ouais, on a une approche plus ou moins extrême si on veut. On a utilisé le contenu des livres, donc c'était aussi un thème qui revenait souvent, comment on juge un livre, parce que le contenu influence aussi la manière dont on perçoit le livre. Il y a eu pas mal de débats pendant les 2 dernières années sur le contenu des plus beaux livres, comment on pouvait le séparer du livre. Puis nous, on a décidé tout d'un coup d'utiliser uniquement le contenu des livres pour créer un catalogue qui présente à la fois les livres, mais qui présente des expériences et des méthodes d'impression alternatives, ou qui présente un échantillonnage de comment imprimer un livre. Je crois que l'idée, c'était aussi de ne pas représenter le livre sous forme d'image, donc une reproduction d'un livre comme c'était fait dans beaucoup de cas avant, mais c'était vraiment d'utiliser l'imprimerie pour montrer
le livre un peu d'une autre manière, ou comment le livre aurait pu être imprimé différemment. Pour nous, c'était aussi l'occasion de réunir un peu toutes les expériences qu'on vous a montrées plus haut dans ce grand catalogue et de faire un peu essayer de faire une synthèse de tout ça. Donc, on voulait que ce soit aussi un outil. Ouais, on voulait que ce soit un outil aussi, ça c'est vrai, pour les graphistes qui puissent aussi se fier et tester, voir un peu des choses testées. Et du coup, on a appréhendé le livre sous cette table of print, donc une sorte d'index d'impression avec plusieurs chapitres, où dans chaque chapitre, les livres sont représentés une fois, donc les livres sont représentés 4 fois. Et c'est comme un système où les livres sont mis dans un chapitre et on les teste les uns après les autres avec différentes formes de tests, la reproduction, spot color qui sont des couleurs pures, Pantone, screening qui est la trame, donc beaucoup de sortes de trames différentes, et press setting qui sont tous les réglages qu'on peut faire dans la presse ou les erreurs d'impression, comme on a vu plus haut aussi. Mmh. Donc en fait, le layout du livre, il est très simple. Enfin, il est inspiré de planches d'impression qu'on a trouvées chez des imprimeurs. Donc des images condensées, coupées, toujours imprimées à la même taille que l'original. Et en fait, pendant tout le livre, on passe des images, on teste des images et le livre est coupé en deux, entre le haut et le bas, et on teste chaque fois 2 choses sur une page. Par exemple, là, la moitié de la page est imprimée avec une presse offset Heidelberg, et l'autre moitié de la page est imprimée en Indigo, qui est une sorte de offset digital. Et du coup, en fait, ça nous permet de manière visuelle et simple de comparer, de tester ces deux méthodes d'impression, de voir les différences sur une page. Ça, c'est aussi une impression en 4 couleurs contre une impression en 6 couleurs, qui s'appelle hexachrome. Ça, c'était des essais aussi d'impression avec des couleurs qui n'étaient pas des couleurs CMYK, c'est-à-dire pas des couleurs quadrichromiques, mais on essayait de reproduire des images avec 2 ou 3 couleurs le plus fidèlement possible. Donc en fait, pour nous, on testait des choses et c'était aussi une sorte de recherche à la fois. On a contacté pas mal de gens. C'était aussi un processus assez compliqué parce qu'on devait tout d'un coup réunir toutes nos expériences dans un livre, gérer beaucoup de types d'impressions différentes. Et c'était très intéressant. Je pense qu'on n'a pas... Il y a encore, même dans ce livre, il y a beaucoup de choses qu'on n'était pas sûr qu'allaient s'imprimer ou qu'elle allait marcher comme on l'entendait vraiment. Donc c'était aussi un petit peu des fois une prise de risque, un peu de faire ce gros catalogue en ne sachant pas exactement, en n'étant pas totalement sûr du... Bon, c'était aussi parce que comme le catalogue des plus beaux livres suisses, on avait un super budget pour l'impression. Pour nous, c'était juste le livre parfait pour faire toutes les expériences qu'on rêvait de faire depuis des années. Qu'on a compilé, et puis voilà, il est ce qu'il est. Et je pense qu'il y a des gens qui le trouveront sûrement très utile, parce qu'il y a plein de... Là, par exemple, ces pages représentent des différentes tailles de trames, des points de trame, qui ont toutes été flashés vraiment, qui n'ont pas été simulés dans Photoshop, mais qui ont été flashés pour de vrai. Et en fait, chaque expérience, on l'a poussée à la limite, juste à l'extrême de l'impression en fait. Tout d'un coup on a fait des trames tellement grosses qu'elles allaient casser les images, et juste pour voir jusqu'où c'était possible de faire une trame en carré le plus gros possible. C'était en fait en quelque sorte une sorte de test des limites de l'impression et des alternatives de l'impression. Donc aussi une partie avec des erreurs, par exemple là il faudrait voir le catalogue en vrai pour se rendre compte, mais on change les angles des trames en quadrichromie, CMJN, ça crée des moirés, et ça fait partie de ce... C'est une erreur classique d'impression, ouais, qu'on a essayé de pousser pour voir quel était le plus gros moiré qu'on pouvait faire avec la presse disponible, et c'était ça.
Ça, c'est des décalages. Et aussi, il y a toute une partie dans ce livre où les livres deviennent différents. En fait, ça, c'est des erreurs aussi sur des plaques qui ont été développées à la main plutôt que dans la machine. Voilà, c'est des comparaisons avec le livre original où les repros sont toujours faits à 1-1, donc chaque image est toujours à la même taille, ce qui est un classique dans le test d'impression. L'affiche originale de Vanguard, c'était imprimée en argent. Et on était assez content de pouvoir la réimprimer en argent parce c'était une affiche classique qui a toujours été imprimée simulée en gris. Et puis l'original est en métallique. Du coup, on se disait qu'on trouvait dommage. Et puis on a vu aussi pas mal de livres, des anciens livres de graphistes suisses ou autres, qui étaient vraiment, où il y avait une réflexion sur l'impression, ou qui étaient vraiment très soignés sur l'impression. Et puis on était content de pouvoir le faire. Et ça nous a aussi fait nous poser des questions sur comment on pourrait pousser ça plus loin. Bon, faut faire attention parce que t'es sûr que c'est une affiche, j'ai l'impression que c'est... c'est la couverture. Couverture de magazine, parce que c'est sur en vidéo, il faut pas... Couverture du typographie chez Monas Blatter. Ouais, ça c'est ce qu'on vous a montré avant dans le Atrocity Exhibition. C'est donc le niveau d'eau qui est diminué et c'est ces taches qui apparaissent sur les pages. Là, c'est de la quadricomie, donc ça a créé un effet aussi un peu différent. Ça, on ne savait pas comment ça allait sortir. Et puis à la fin, il y a juste une partie un peu sèche qui montre les livres, leurs statistiques et le commentaire du jury. Et ouais, c'est une partie qui est très simple. En fait, c'est une partie. Au début, quand on a étudié un peu le projet, c'était aussi. On s'est inspiré dans cette partie de la manière dont étaient représentés les livres dans un des premiers catalogues des années 50 où c'était très très sec. Et c'était juste les couvertures avec des données techniques. Et ça correspondait assez à ce qu'on voulait faire avec le reste des expériences qui était le corps du livre. Et ça qui était toute la partie plus institutionnelle. Donc ouais, ça c'était donc le catalogue des plus beaux livres suisses, qui était pour nous aussi une sorte d'énorme recherche, et une manière de pouvoir tester et compiler plein d'expériences d'impression offset. Et parallèlement à ça, on a commencé un projet de recherche encore à l'ECAL avec Guy Meldem et Tatiana Riss, mais c'est un projet de recherche sur 2 ans où on développe et on essaie de se poser des questions sur comment l'impression va évoluer dans le futur, comment le livre peut évoluer, puisque vu qu'il y a des changements avec beaucoup de médias deviennent vraiment plus fonctionnels de manière digitale, comment le livre tout d'un coup va évoluer et comment il va devenir en quelque sorte auto-référencé, comment il va s'auto-référencer. Et en fait, on se pose pas autant de questions que ça, mais on fait plus des expériences. Ouais, donc quand on a travaillé sur ce catalogue des plus beaux livres suisses, on a contacté beaucoup de monde et on a rencontré un ancien professeur au RIT, qui est Rochester Institute of Technology, un professeur d'imprimerie qui nous a aidé à faire la séparation des couleurs de certaines images qui étaient juste imprimées en 2 ou 3 couleurs. Et puis quand on a débuté ce projet de recherche à l'ECAL, on a pensé que c'était une bonne chose de l'inviter pour un workshop avec les étudiants. Et à l'issue de ce workshop, on a développé des profils colorimétriques qui sont des petits fichiers digitaux qui permettent d'automatiser la séparation des couleurs avec un certain nombre d'encres de couleurs pures. Donc là, vous pouvez voir, à partir d'une image en couleur, donc celle qui est en haut dans le coin à gauche. À gauche. On peut, avec des combinaisons, là c'est uniquement 2 encres, mais on peut faire que les encres se mélangent
et se superposent pour avoir des tons plus foncés et plus de profondeur dans la couleur. En fait, l'impression offset classique se fait en CMJK, en quadrichromie. Donc c'est celle qui est en haut à gauche avec 4 couleurs. Mais il est possible d'imprimer pas mal de choses en bichromie, en 2 couleurs, ou trichromie, 3 couleurs. Mais la plupart du temps, il faut faire des séparations à la main. Et puis c'était des choses qu'on avait faites, que des graphistes font, des choses qui existent depuis longtemps, mais qui n'ont jamais été vraiment poussées plus loin parce que l'industrie n'a pas besoin de vraiment que les gens impriment en 2 couleurs parce que aujourd'hui ça coûte moins cher d'imprimer quelque chose en 4 couleurs. Mais nous, on s'est posé la question comment ce serait possible d'imprimer la meilleure image possible en 2 couleurs, en rouge et vert ou avec différents combos. Et en fait, c'est possible de créer des tons de gris avec 2 couleurs complémentaires. Donc d'imprimer une image en bleu et rouge, et avec le mélange du bleu et du rouge, de créer des tons de gris et des tons neutres, en fait. Et on a voulu pousser ce projet, comment le développer, comment l'automatiser, avec l'aide de Frank Tig. Et on a créé ces plugins qui s'appellent, qui ont un nom maintenant. Attends, ouais, c'est pas ça que tu... Hein? La vidéo. On va vous montrer une vidéo de notre trailer. Ah oui, d'accord, ouais, d'accord. Donc en fait, c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment à l'état. On a cherché, on s'est dit ça doit être possible de créer quelque chose qui automatise ça, et ça n'existe pas. Putain, il est en fan. Je dois faire tu veux mettre Esc, non? Escape, non? Il est bloqué. Il est bloqué. Sinon, tu fais peut-être Comme ça. Sur le bureau. Voilà. Donc voilà notre nouveau trailer. Ok. Donc, voilà. On a poussé ce projet, on a développé ces profils colorimétriques avec Frank Tig, notre ingénieur qui est venu. Et en fait, on a créé une plateforme qui s'appelle colorlibrary.ch, qui est une plateforme qui distribue en fait ces plugins. C'est des plugins Photoshop qui ont été programmés, c'est parti de ce projet de recherche, et qui permettent de séparer les images dans des combos de couleurs différentes en 2 ou 3 couleurs, et qui va calculer automatiquement la meilleure combinaison possible pour imprimer ces images en bichromie. Ouais. Du coup, on a créé déjà une liste de profils. On monte le tutoriel ou... Ouais. Donc ça, c'est le site internet, la plateforme, qui n'est pas encore online, mais qui va sortir prochainement.
Donc là, on voit comment ça s'installe. Ça, c'est ces petits fichiers, mais ça, c'est qui s'installent directement sur l'ordinateur. C'est peut-être un peu technique, hein, mais peut-être c'est pour les graphistes plutôt. Du coup, en fait, on l'utilise comme un profil de couleur normal. Donc dans Photoshop, il est installé sur l'ordinateur et en quelques clics, on peut convertir l'image avec ses couches d'encre. Et justement, il va automatiquement créer une séparation pour un combo de 2 ou 3 couleurs où il peut maintenant créer des tons neutres en utilisant des couleurs complémentaires. Et puis c'était quelque chose qui n'existait pas vraiment et qui est maintenant possible de faire et qui était possible de faire mais un peu de manière aléatoire en traficotant les touches. On peut créer des images en bichromie mais on n'arrive jamais à un résultat qui est vraiment neutre ou vraiment clean. Donc ça, ensuite on peut aussi changer les couleurs. C'est vraiment un outil, on l'a développé comme un outil. Et le but, c'est que des gens puissent l'utiliser pour créer, pour imprimer. On peut imprimer en offset, on peut imprimer en sérigraphie, en riso, toutes sortes de méthodes d'impression. C'est vraiment pour optimiser l'impression à 2 ou 3 couleurs. Peut-être que ce tutoriel, il était un peu technique, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui étaient contents de le voir. J'espère. Donc il a été utilisé déjà pour plusieurs projets. Ça, c'est un livre de Guillaume Chuard, qui est un designer de Londres, où il a imprimé avec une encre noire et une encre dorée. Et du coup, toutes ces séparations se font automatiquement, donc on peut facilement créer un livre entier avec 2 couleurs. Ça, c'est un magazine, Little Joe, qui a aussi utilisé. Ça, c'est un livre qu'on a designé, qui utilise un turquoise et un rouge. C'est juste pour vous donner un peu une idée de ce que ça donne une fois imprimé. Ça, c'est un catalogue qu'on a designé aussi pour l'édition Patrick Fray, Ça, c'est un peu spécial. En fait, on a utilisé le catalogue de l'édition Patrick Fray pour aussi tester et améliorer nos profils. Et du coup, il y a une partie du catalogue qui présente les livres et une partie du catalogue qui utilise les images des livres et qui sont imprimées en différentes couleurs, différents profils. À la fois, c'est un test et à la fois, c'est une façon d'améliorer nos profils. La méthode pour développer ce profil, on va juste vous l'expliquer brièvement, hein, parce que c'est assez technique, mais on imprime ces cibles avec les encres et ensuite elles sont mesurées par une machine qui mesure chaque petit patch, c'est un photospectromètre, il mesure la quantité de chaque couleur et à partir de ça, on le passe dans un logiciel qui permet de créer ce petit fichier profil qui permet de séparer la couleur. Et, on va faire une brève explication de pourquoi des profils colorimétriques. Ça, c'est un schéma, en fait, qui est un vieux schéma qui date de 1931, qui s'appelle CXYZ, et qui, en fait, représente les couleurs visibles à l'œil nu, les couleurs visibles par l'œil humain, en fait. Et à l'intérieur de ce triangle, on peut voir le triangle, ça représente le RGB, ou RVB en français. Donc les couleurs qui seront représentables à l'écran, sur un écran d'ordinateur. Et l'autre, celui qui est à l'intérieur, ça représente une impression quadrichromie sur un papier couché. Donc peut-être, ouais, juste, ce qu'on voit, c'est qu'avec un écran d'ordinateur, déjà on peut représenter beaucoup moins de couleurs que l'ensemble du spectre visible, et encore moins à l'impression. Et en fait, un truc qui était vraiment important cette année pour nous, enfin l'année passée, même l'année d'avant, c'était avec Franzi qui nous a vraiment appris à voir la couleur en 3 dimensions. Et c'est un truc qui nous a mis un petit moment à vraiment comprendre la couleur et analyser une couleur en 3 dimensions. Parce que quand on représente une couleur, en fait, elle fait partie d'un schéma, le schéma de mesure idéal est en 3 dimensions. Donc là, la sphère intérieure, c'est une impression quadrichromie
sur un papier gloss. Et le grand spectre, c'est un gamut de l'écran justement, RGB. C'est le Adobe RGB 1998. Et du coup, c'est vraiment en 3 dimensions qu'on peut comprendre quelle couleur, quel profil match ou représente le plus de couleurs possible. Ça représente en fait un profil qu'on a développé qui utilise des couleurs néon, des couleurs fluo. Et donc le plein, c'est le gamut plein, c'est les couleurs néon. Et l'autre, c'est toujours le CMYK classique. Et on voit qu'il y a plein de couleurs qu'il peut représenter en plus. Il arrive à représenter des couleurs plus lumineuses dans les roses, dans les violets, dans les bleus. Et il y a des couleurs foncées, par exemple, par contre, qu'il arrive moins bien à représenter. Donc en fait, ça nous montre que ces profils en fait, permettent d'atteindre des couleurs qu'on ne pourrait pas atteindre avec une impression quadrichromie. Et parfois, on perd des informations dans certains endroits de notre gamut, mais on peut gagner en luminance ou dans des tons spéciaux. Par exemple, là, ça c'est une représentation d'un profil à 2 couleurs. Donc on voit rouge et le vert. Et comme c'est des couleurs complémentaires, quand on arrive vers le milieu, donc quand elles sont mélangées à 50%, on arrive à avoir des gris ou des tons moyens. Et c'est ça qui est assez intéressant avec ce profil, c'est qu'on peut vraiment que les encres se mélangent pour créer des tons moyens. Et là, ici, on voit un graphique, enfin un gamut d'une quadrichromie, et à l'intérieur, notre profil, et on voit que certaines des couleurs qu'on utilise, elles sont pas représentables en quadrichromie. C'est-à-dire que toutes les couleurs rouges et vertes qui seront imprimées avec le Pantone rouge-vert seront beaucoup plus fortes et beaucoup plus pétantes en fait. Elles sortent du gamut classique de l'impression quadrichromique. Donc voilà, ça c'était pour finaliser un peu nos recherches en impression. C'est la première fois qu'on doit l'expliquer, donc il faut qu'on gère un peu. On s'est dit que c'était bien d'inclure une petite partie un peu plus théorique sur les profils de couleurs. Donc il reste encore un projet qu'on va vous présenter, qui est un projet complètement différent, qui ne fait pas forcément référence à l'imprimerie. C'est une police de caractère programme qu'on a développé. Parce que, oui, en fait là on ne vous a pas présenté tous les projets qu'on fait avec notre studio, mais on s'intéresse particulièrement à toutes ces expériences dans l'impression, et on fait aussi pas mal de typos. Donc ça c'est une fonte qu'on a sortie il y a maintenant presque 2 ans, 1 an et demi. Ouais. Et qui s'appelle Programme, qui est sur optimo.ch, une fonderie suisse. Donc on l'a développé au début pour ce livre, qui est IFSS Programme, qui est un livre qui a été fait à l'ECAL, pour un projet de recherche, encore une fois. Et c'est un projet de recherche sur la typographie et la programmation et l'automatisation de la typographie. Et une partie du livre, c'était notre diplôme, et une autre partie, c'était tout ce qui a été fait dans ce projet de recherche sur ce sujet-là. Et on a designé ce livre, et on a utilisé, on a utilisé une fonte qu'on avait développée pour notre diplôme, pour la pousser, pour pouvoir l'utiliser pour le texte dans le livre. L'idée de base de notre diplôme, c'était de comment, à partir comment, à partir d'un schéma d'une lettre, pouvoir automatiser un alphabet entier. Comment pouvoir construire un alphabet qui serait à moitié programmé sur une base modulaire. D'ailleurs, on a une petite vidéo. Ouais. Petite vidéo. Comment ça... C'est laquelle? C'est ça, je crois. Donc ça c'était aussi une vidéo qui montre comment on a programmé un alphabet en Python, et ensuite on pouvait changer des modules qui allaient faire des opérations sur la typo qui allaient s'appliquer sur toutes les lettres instantanément.
Donc là, on voit justement, c'était un programme assez rudimentaire, mais où on pouvait très facilement et intuitivement travailler des caractères typographiques et tester des choses. En quelques secondes, on pouvait voir comment une opération pouvait s'appliquer sur tout un set de lettres. Et ça, c'était aussi une manière différente de travailler la typo et de construire la typo, qui nous a permis justement de développer des fontes qui avaient des formes ou des features un peu spéciales. Trop bien. On passe, non? Non, elle est bien. Parce qu'elle est hyper longue, hein, elle dure 2 minutes. minutes. 3 minutes. Non, mais c'est bien. Je pense que quand on arrive aux pauses, on peut la skipper. Après, il est chaud. Hein? Après, il est chaud. Ok. Donc après toutes ces expériences, en fait, on a développé un set de caractères qui est basé sur qui s'appelle Primitive, c'est notre set de base, qui est le set programmé, modulaire. Et ensuite, il y a 3 autres sets qui sont plus texte et display, où il y a des alternates, des lettres alternates qui sont issues du programme, en fait. On avait plein d'erreurs de programmation qui créaient des lettres assez spéciales qu'on a essayé de réutiliser. Et puis du coup, notre typo, on peut passer d'un set plus ou moins classique à un set avec des alternates qui sont plus durs ou plus angulaires. C'est aussi possible avec OpenType de juste choisir un seul caractère qui va être modifié dans tout un texte ou une série de plusieurs caractères. Ça, on a aussi une vidéo pour l'illustrer. Encore une, mais en fait, c'est ça. Donc ça, c'est la construction du primitive, donc qui est vraiment un peu l'ADN de l'alphabet issu du programme, extrêmement simple. C'est simplement plusieurs modules qui sont boîtes. Et ça, c'est la version finale, enfin la version de texte, où on voit certaines lettres issues du script, où on a gardé ces sortes d'incohérences ou ces formes qui venaient du script et qu'on peut activer ensemble ou séparément. Ah ouais. C'est juste ça. Ok, bon, ça, ouais, voilà, ça c'est la fonte sur le site Optimo, notre plateforme de distribution. Ensuite, ouais, on vous a mis quelques exemples d'affiches et de choses qui ont été réalisées. Ça, c'est des affiches pour les Urbaines, un festival à Lausanne. On a fait toute la communication pendant 3 ans et on a utilisé et développé la fonte pour ce festival. Du coup, ça c'était des affiches typographiques avec notre typo. Après, on va vous montrer des exemples qu'on aime bien. Un exemple réalisé pour le Fine Art de Grécho 2014 fait par Marietta Höxter à Rote Fabrik Zurich. C'était une expo de diplômes, des diplômes d'art à Zurich. Et à droite, c'est un livre de l'édition Patrick Fry, designé par Théo Schifferly.
Et ça, c'est notre fonte qui a été maintenant, qui est utilisée par Genius Rap, maintenant qui s'appelle Genius, qui est un site qui référence des lyrics de plein de chansons, et puis qui ont acheté récemment notre typo et qui justement l'utilisent pour leur communication. Mhm. Pour leur communication. Et on trouvait assez chouette l'utilisation qu'ils ont faite, parce que c'est une grosse agence qui a utilisé cette fonte, et on trouve assez chouette l'utilisation qu'ils en ont faite online. Donc, ouais, c'est pour ça qu'on vous le présente. On espère que vous trouverez ça chouette aussi. On espère que vous allez aussi sur Genius Rap. C'est la fin de notre présentation. Yes. Merci. Du coup, y a-t-il des questions dans la salle? Laissez-vous aller. Pour nos chercheurs de Maximage. Pour rebondir sur le rap game, comment vous faites pour gagner votre vie? pour les quoi? Pour gagner votre vie. Bah, Vous êtes chercheur pratiquement. non, mais justement, c'est une assez bonne question. On a des side business. Non, c'est pas vrai. Non, mais notre studio, ce qu'on vous a montré, c'est vraiment principalement les recherches dans l'impression. Il y a des projets qui étaient financés, où on était vraiment payés, comme les plus beaux livres suisses ou des mandats de livres, où on arrive à faire des expériences tout en étant payé. Mais aussi, on travaille, on fait des communications pour des festivals ou on fait des pochettes d'albums, on fait du graphisme aussi de manière plus régulière en fait. Mais c'est vrai que là, on vous a présenté principalement les travaux que nous on aime bien, qu'on trouve intéressants, et pas un portfolio des autres choses qu'on fait, mais dans le studio, on fait d'autres travaux, des fois plus commerciaux, plus appliqués aussi. Et qui sont souvent aussi, on essaye de s'influencer de la recherche qu'on fait autour de l'imprimerie et tout ça. Et puis ouais, les premiers travaux datent de 2010. On a commencé le studio en 2008. Du coup, c'était un niveau où on avait encore le temps, on venait de sortir de l'école, de faire des choses, de la recherche. Et puis après, on a eu des projets de plus en plus, plus grande ampleur. Et voilà, on peut vivre de notre travail. Il me semble que Maximage ne manque pas de travail. Bonsoir. Bonsoir. Vous dites à un moment donné que vous avez appris à gérer, à comprendre et en tout cas voir la couleur dans une dimension 3D. Ouais, c'est une bonne question. Ouais, je suis assez dubitatif de ce fonctionnement. C'est toi qui vas y répondre. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment hyper important de pouvoir voir la couleur en 3D. Je vais vous remettre. En fait, c'était Franz Six, c'est cet ingénieur qui nous a aidé à développer les profils et qui nous a aidé sur le livre le catalogue des plus beaux livres suisses. Qui chaque fois on lui posait des questions, comment on peut arriver à faire ça, comment on peut créer ces choses. Et puis au bout d'un moment, on lui expliquait ce qu'on voulait faire et puis il disait non, mais là arrêtez, vous voyez toujours pas la couleur en 3D. Et puis ça nous a pris un petit moment. En fait, c'est juste le système pour mesurer la couleur. Il est basé sur un axe qui est Lab, où en fait, bon, c'est pas la meilleure dia, mais en gros, les tons foncés sont en bas, les tons clairs sont en haut. Et puis en fait, ça, c'est l'étendue des points, sont les couleurs extrêmes. Et l'intérieur, c'est les mélanges possibles qui sont possibles de faire. Tu vois, toutes les nuances qui sont possibles de faire dans ces axes. Donc dans les tons foncés, tu vois, il y a beaucoup moins de gamme de vert, parce que tu peux avoir un vert légèrement foncé, il sera là. Mais du coup, ça c'est le schéma de toutes les couleurs possibles dans ce qui s'appelle un gamut, c'est la représentation du système. Donc ça c'est le Adobe RGB, c'est un système de couleurs. Et puis ça c'est sa représentation 3D. Donc les couleurs foncées,
elles se mélangent, elles peuvent créer des verres. Et puis là, dans cette zone, il y a beaucoup plus de nuances. Et il faut le voir en 3D. Donc à l'intérieur, tu peux voir aussi des nuances. Mais aussi, par exemple, simplement les couleurs complémentaires. Moi, j'ai entendu ça hyper souvent avant, dans le cours de couleurs à l'école. Je ne savais vraiment pas ce que ça voulait dire. Et puis là, on peut très simplement comprendre que les couleurs complémentaires, c'est les couleurs qui sont opposées dans ce schéma. graphe. Donc par exemple, au rouge, on a l'opposition qui est le vert. Et ça permet aussi de se rendre compte de ces choses, de penser la couleur en 3D. On essaye, on commence. Je ne sais pas si ça a répondu à ta question. Tu vois un peu la couleur en 3D là? Non mais en fait, on faisait beaucoup de projets avec les couleurs. On a passé beaucoup de temps à gérer les couleurs et puis vraiment, au bout d'un moment, je pense que Franzig, il peut vraiment le faire. Dans la rue, quand tu vois quelqu'un avec un pull rouge, tu arrives à voir un peu, à le placer dans une échelle de la couleur. Et puis après, lui, il peut le transformer en noir-blanc. Tu peux voir qu'est-ce qui deviendrait en noir-blanc, tu vois. En tout cas, ça nous a beaucoup marqué, la couleur en 3D. Oui. Merci pour votre présentation. Petite question au niveau du livre le recueil des plus beaux livres suisses. Quel a été l'accueil dans l'édition suisse de votre projet? Parce que c'est quand même assez culotté. Il y a un degré de recherche et de décalage avec l'idée qu'on peut avoir de ce projet-là, avec ce que vous avez fourni. En fait, l'accueil, il était à la fois hyper positif d'une certaine partie des gens trouvaient que c'était vraiment super, ils étaient vraiment contents d'avoir ce livre. Et bien sûr, il y a des gens qui se sont plaints, mais ça, c'est ce qu'on y attendait, parce qu'on ne représente pas les livres, on ne voit pas les livres, et qu'on fait pas vraiment, on s'étale pas trop sur les livres, mais c'était notre approche. Donc, je crois que on comprend les critiques, mais nous, c'était ce qu'on avait envie de faire, et puis c'était ce qu'on a proposé. Je crois que c'est quelque chose qu'on avait décidé au début de ne pas représenter les livres de la manière habituelle, ou qu'on ne puisse pas vraiment voir le livre qu'on verra dans la librairie, parce que l'idée c'était aussi que le livre, la meilleure manière de le représenter, c'est de l'avoir dans les mains et de le sentir, et pas juste que ce soit un catalogue. Et puis aussi, je pense que ce qu'on a fait pour ce catalogue, ça proposait quelque chose d'autre, dans le sens où ça offrait aussi un outil, enfin on espère, pour les graphistes, pour voir des trames, pour voir des tests. Et donc on perdait un petit peu de cette représentation du livre, mais on gagnait un petit peu quelque chose d'autre. Ouais, on offrait quelque chose d'autre. C'était ce qu'on voulait faire. Du coup, ça fait vraiment une création très conceptuelle à part entière. Mais du coup, il y a un côté à côté une réponse à côté de la commande finalement. Mais pas vraiment, parce que... Est-ce que ça vous a été reproché ou pas? Non, parce que quand on a reçu la commande, on nous a dit, on vous demande à vous, parce que vous faites des choses, vous faites ce que vous faites, et puis si on vous le demande, c'est parce qu'on veut que vous fassiez du maximage et que vous fassiez quelque chose qui vous plaise. C'était la commande, le brief, c'était ça, c'était lâchez-vous, faites ce que vous voulez, faites quelque chose de bien, et puis c'est... Il faut dire que c'est un objet spécial toujours. Oui, le catalogue des plus beaux livres suisses laisse toujours une grande liberté aux gens qui le font, pour que ça soit une création en soi, que ça soit le leur ou d'autres catalogues. Donc, par rapport aux commanditaires, c'était une demande de leur part aussi qu'on fasse, qu'on avait une carte blanche totale. D'autres questions? Sur le catalogue des plus hauts suisses? Oui. C'était... on a passé pas mal de temps. Du design à l'impression, mais c'était peut-être 6 mois, un peu moins. Non, moins en fait. Ouais, non, 6 mois en tout. Ouais, mais en fait, je pense on a passé, je pense, 2 semaines à l'imprimerie et on a passé 3 mois à imbriquer et calculer comment on allait imprimer nos cahiers avec toutes les couleurs, avec toutes les options, avec toutes les trames. En fait, on faisait le design, c'était presque plus de la production, de la logistique de production que du design au final. Ouais. Vous avez jeté des trucs ou vous avez tout gardé? On a presque tout gardé, on a jeté quelques trucs. Mais jeter quoi J'imagine que sur les essais, bien que vous étiez ouvert à toutes les réponses, peut-être
voilà, est-ce que toutes les réponses sont restées finalement? On en a éliminé certaines, mais bon, par exemple, pour ça, on n'a pas fait beaucoup d'essais dans l'imprimerie. C'était des choses qu'on avait déjà testées avant. Aussi parce que l'imprimerie, c'était une très grosse imprimerie en Suisse, Odermatt, d'Allenville, une imprimerie très renommée, et il fallait que tout soit prêt. Ils avaient une timeline on imprimait en 2 ou 3 jours. Non, on imprimait plus. Ah ouais? Ouais. Ok, t'es sûr? Bon, moi, je me souviens de 2 jours seulement. Mais on n'a pas fait beaucoup d'essais dans l'imprimerie. C'était plutôt le travail d'organisation, il était vraiment avant, en amont, de tout gérer, tous les cahiers, imbriquer les couleurs. En fait, souvent, on prépare nos travaux à l'avance, et puis une fois qu'on est dans l'imprimerie, on peut intervenir, changer des trucs, mais on garde quand même ce qui se passe, parce que la part de surprise, elle fait partie du processus, de la démarche. Du coup, des fois aussi, on reçoit un truc et on imprime quelque chose et on est presque un peu choqué. On se dit, ah waouh, c'est pas exactement ce qu'on attendait. Et puis souvent, le fait d'être un peu surpris ou choqué, après, c'est un bon signe. Après, on pose le livre et puis 1 mois plus tard, on l'ouvre et on est content. Oui, bonjour. Je trouve intéressant les plugins Bicolor, Photoshop, et je voulais savoir s'ils sont accessibles à tout le monde ou s'ils seront accessibles. Oui, ils seront accessibles à tout le monde en fait. La plateforme qu'on a présentée, Color Library, en fait, c'est justement une plateforme pour les montrer des exemples de recherche et puis aussi les distribuer. Et en fait, ils seront en vente en fait, mais à un prix très faible. C'est juste par principe que c'est du travail, qu'on voulait qu'ils aient une valeur. Et du coup, ils seront disponibles. Et je pense que le site sera disponible. Sur votre site ou... Non, ça s'appelle colorlibrary.ch. Mais le site va sortir, je pense, d'ici 1 à 2 semaines. Et puis, il sera online, il y aura de la communication là-dessus. Il y a on a des flyers qu'on va laisser là. Si vous on peut vous donner un flyer. Et à propos de ça, comment ça marche alors avec Photoshop, avec Adobe? Mais en fait, Adobe travaille avec eux, ils acceptent. Oui, en fait, nous ce qu'on distribue, c'est un profil, qui permet justement de passer d'un gamut à un autre gamut. Et pour eux, ça leur dérange pas. C'est possible de faire aussi des scripts dans InDesign. C'est pas quelque chose de pirate ou de complémentaire. Enfin, c'est pas quelque chose de pirate, c'est quelque chose de complémentaire. On peut le comparer peut-être à une police de caractère qui est utilisée dans un programme pour faire de la mise en page. Là, c'est utilisé dans Photoshop pour séparer les couleurs. C'est quelque chose qui est un peu séparé. En fait, c'est juste que les profils, à la base, c'était quelque chose de très technique pour passer d'un papier à un autre, ou de passer si on imprime sur un papier journal, on va utiliser un profil spécifique, et puis nous, on les a pas détournés, mais utilisés pour créer vraiment des profils avec moins de couleurs, qui ont des couleurs plus extrêmes, et puis ça crée vraiment quelque chose, un effet sur l'image et les couches, et ce qui était vraiment pas souvent utilisé. Ça n'existe pas de profils qui font ça, en fait. Encore une question dans la salle? Alors, s'il n'y a plus de questions, merci Audio de Maximage. Merci d'être venu.